Mais qu'est-ce qui s'est passé cet après-midi à Abidjan? Humiliation historique pour la Côte d'Ivoire à la maison. 4-0 pour la Guinée équatoriale dans le match décisif pour l'issue de ce groupe A. On a un peu sonné, hein. On va pas se mentir aujourd'hui dans cette vidéo du Club des 5, nouveau temps additionnel. Très content de vous accueillir, très content d'en parler avec vous, de faire cette petite thérapie, cette petite autopsie de l'équipe ivoirienne, même si elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte, pas encore. Dans un état quand même très compliqué ce soir, mais pas morte, et quelque part ça va aussi être l'un des sujets de notre émission. Walid Acharchour, Najim Medini, bonsoir messieurs. Salut Sam, salut à tous. Salut Sam, salut à tous. Comment vous l'avez vécu, vous, ce moment? Choqué, un peu comme la tête de Jean-Louis Gasset après le premier but, mais bien plus tard dans la rencontre, notamment après le coup franc. Là, le coup franc, tu te dis que ça commence à être très très compliqué, parce qu'avant le coup franc, tu as quand même des grosses situations, un but hors jeu refusé, celui de Crasso notamment, celui de Sangaré aussi en début de deuxième mi-temps. Mais là, le coup franc, c'est le coup de grâce, et à ce moment-là, tu sens qu'il y a une espèce d'ambiance dans le stade. Enfin, il n'y a plus d'ambiance. En plus, tu as le son de Magic System qui résonne à chaque fois qu'il y a un but. Donc, je crois que c'est automatique, parce que sinon le DJ le enlevé. C'est un peu comme au Bayern Munich, là, quand tu mets la musique. La musique de clown. Ouais, là, c'est un peu. Tu te la prends. Tu voulais bien faire en mettant Magic System. Là, c'est un peu le contraire. Et puis là, tu as de Magic India, pas trop là. Et puis là, tu te dis à 2-0, bon, il va falloir quand même préserver au moins le goal average pour être meilleur troisième. Et là, tu as une équipe une défaillance totale, quoi. J'ai l'impression de voir un coureur cycliste qui est en pleine défaillance, coup de fringale, il perd 7-8 minutes, tu butes sur l'engagement, sur le 3-0, et là, plus personne répond, et ça fait 4. Donc ouais, moi, j'ai très rarement vu ça, voire jamais vu ça sur le continent africain, depuis que je suis ça, surtout sur une grosse équipe de cette manière. Donc ouais, vraiment, vraiment choqué, et triste aussi, parce que moi, voilà, quand tu reçois quand tu as toute cette hype, tous les efforts consentis, prendre ça dans la gueule, j'aurais pas aimé être ivoirien, et je pense que les Ivoiriens ont vécu une journée gravée à vie, même si c'est pas terminé et que la magie de cette Coupe d'Afrique des Nations fait que la Cannes à 24. Voilà, fait que aujourd'hui là, c'est pas terminé. Quand tu l'as vécu, Najim, parce que je trouve intéressant ce que dit Walid, et on va le faire, la partie football qu'on peut bien sûr analyser sur pourquoi la Côte d'Ivoire s'est retrouvée à devoir rattraper déjà ce premier but, mais aussi le deuxième, a eu du mal à convertir ses occasions. On va parler de l'effectif, on va parler de Jean-Louis Gasset, mais il y a en plus dans ce match une dimension un peu hors norme, comme on a pu en connaître dans le foot. Moi, le premier souvenir qui m'est venu dans le match, c'était Brésil-Allemagne, où tu vois vraiment... C'est assez récent. Voilà, c'est assez récent. Alors bien sûr, il y en a beaucoup qui m'ont dit que c'était en demi-finale, on aurait bien aimé que la Côte d'Ivoire arrive au moins jusque-là. C'était l'Allemagne. Ouais, c'était l'Allemagne aussi, qui va être championne du monde tout à fait. Mais c'est vrai qu'il y a un peu ce contexte-là où tu te dis, ça va au-delà du football, ça tourne à l'humiliation. T'as l'impression que le rapport de force devient totalement déséquilibré. Ouais, clairement, t'as même l'impression que si le match avait continué, ils auraient pu prendre 5 ou 6 buts encore, la Côte d'Ivoire. Donc choqué, je pense, comme beaucoup de personnes. J'ai essayé de me mettre un petit peu à la place des Ivoiriens, et je me suis dit, non mais là, si j'étais Ivoirien, j'aurais eu très mal. Moi, je voyais la Côte d'Ivoire vivre un match un petit peu compliqué, mais je les voyais peut-être concéder un match nul. Pas une défaite, et encore moins une défaite 4-0. Comme l'a dit Walid, à partir du moment où il y a ce coup franc qui est concédé, là tu sens véritablement que la Côte d'Ivoire est en train de perdre les pédales. Tu sens que Gasset est un petit peu dépassé également dans ses choix. Tu sens une équipe de la Côte d'Ivoire qui essaye de trouver de la profondeur, de trouver des personnes dans la surface de réparation, mais le bloc est complètement déséquilibré, et en face c'est une équipe de la Guinée équatoriale qui en profite. Donc ouais, j'ai été choqué. 4-0 à domicile, en sachant que tu es l'un des grands favoris de la compétition. C'est le genre de match, je pense, que tu t'en souviendras toute ta vie. Alors, on va rentrer forcément dans l'analyse, parce que il y a des explications à tout ça, Walid. On a retrouvé une équipe de la Côte d'Ivoire qui, à l'image du premier et du deuxième match, voilà, une équipe assez brouillonne finalement, une équipe pas encore totalement construite, pas encore au point où on sent que collectivement il manque des choses. Tu rajoutes à ça la malchance de buts refusés hors jeu, qui peut aussi être interprété par tout n'est pas fait à temps, et donc au final tu te retrouves hors de position. Mais c'est vrai que globalement cet après-midi, on a revu une équipe de Côte d'Ivoire qui méritait peut-être pas d'en prendre 4, mais qui était un cran en dessous, encore une fois, de l'événement. Le score, il est très très sévère. Après, le football est sévère et méchant, hein. C'est comme ça.
c'est cru. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, on était beaucoup plus proche d'un 1 partout que d'un 4-0 à un moment donné dans la rencontre. Sauf que. Voilà. Voire même en première mi-temps, on est beaucoup plus proche du 1-0 côté ivoirien que côté le football va très très vite. Le football pardonne pas. Le football. Voilà, c'est le football, on le dit souvent, surtout dans ces types de moments où tu dois être là le jour J, quoi. Tu dois être là le jour J, et mentalement, techniquement, et tu as parlé d'équipe brouillonne à l'image de son sélectionneur, avec cette composition d'équipe qui a encore beaucoup changé, notamment sur le trio offensif, qui est très différent du premier contre la Guinée-Bissau, où déjà il avait changé 1 ou 2 éléments sur le deuxième match. Là, il a tout changé. Et on ne peut pas dire que ça s'est véritablement matérialisé sur le terrain, même si Diakité a été plutôt bon et a essayé de provoquer. L'un des meilleurs devant. Voilà, en étant le dynamiteur, mais Kwame a raté une énorme occasion. Parce que tu parlais des buts refusés, mais Kwame a une occasion pour moi qui est énorme à 1-0. Pépé, pour moi, doit tomber tous les jours. S'il y aura des débats, mais sur la première grosse occasion en première mi-temps, et lui aussi, il en a une grosse. Et puis s'il tombe pas, il peut aussi la mettre au fond. Derrière. Oui, aussi, il peut la mettre au fond, même si je trouve qu'il est un petit peu déséquilibré. Et derrière, la Guinée équatoriale, c'est demi-occasion but, quoi. Et t'as un Nsoué c'est Ronaldo Nazario de Lima, quoi. C'est R9 depuis le début de la compétition. Donc voilà, tu as une équipe en face qui récolte. Et là, la pression, c'est pas la Guinée, quoi. 60 000 personnes, c'est pas des Guinéens, quoi. C'est la Côte d'Ivoire. On sait très bien les retombées, les conséquences. Et là, tu commences à cogiter. Et c'est ce qu'on a eu sur ce match-là. Ça illustre un peu le manque de. J'ai du mal à mettre un adjectif là-dessus, mais je dirais de caractère un peu de cette équipe Najim. Mais ça peut être aussi pas forcément du caractère, mais peut-être du vécu sur ce continent. Mais on sent que rapidement dans cette CAN, et aujourd'hui, ça en est encore plus le symbole. Ils ont été un peu envahis par la peur, et que ça se ressent dans le football. On voit beaucoup d'hésitation, on voit finalement très très peu de mouvements collectifs huilés, et ça s'est poursuivi cet après-midi. Oui, la Côte d'Ivoire aurait peut-être même dû avoir un score un peu moins lourd en tout cas, mais globalement sur la rencontre, on a encore vu une équipe qui n'arrivait pas à être maître de son destin. Il faut dire aussi qu'ils n'ont pas été aidés par le choix de pelouse. Hein. Oui. Ils ont la pire pelouse de la compétition. Alors c'est le plus beau stade. Même si c'est pas, mais sur le côté technique, etc. Il faut aussi. Après l'adversaire aussi. Oui, exactement. Mais moi, il y a deux choses. Déjà, dans cette équipe, c'est vrai que t'as pas vraiment l'impression qu'il y a un véritable leader qui est capable de prendre les choses en main. Alors t'as Fofana qui essaye. Et qui pourtant n'était pas en sélection il y a 6 mois. Hein. Voilà, il n'a pas été bon aujourd'hui. Même si aujourd'hui, il n'a pas été bon. Et puis devant, notamment sur le trio d'attaque, tu sais très bien qu'il n'y en a aucun qui est véritablement capable de te sauver quand c'est un petit peu la mouise, quoi. Que ce soit Kwame, que ce soit Pépé, que ce soit c'était qui, c'était Diakité qui a été un peu le plus dangereux, mais tu sentais quand même qu'il y avait une certaine limite. Donc déjà, tu as vraiment l'impression qu'il manque un leader. Au milieu de terrain, pareil, que ce soit Kessié ou Sangaré, ils réalisent une compétition vraiment compliquée. Et puis, tu parlais de ce manque de caractère de cette équipe de la Côte d'Ivoire, mais si tu prends le passif de la Côte d'Ivoire sur les dernières années, et notamment dans les grands rendez-vous, il y a eu plein de grands rendez-vous qui ont été manqués. Tout à fait. CAN 2017, tu sors en phase de groupe, derrière le Maroc et la RDC. En 2018, tu te qualifies pas pour la Coupe du Monde. En 2022, pareil, tu te qualifies pas pour la Coupe du Monde, tu termines derrière le Cameroun. Tu te qualifies même pas pour les barrages, voilà, tu t'es éliminé dès les poules. Lors des dernières CAN, tu as été éliminé au tir au but, bon, contre l'Égypte en 8e de finale et contre l'Algérie. C'est l'Algérie qui a donné un peu d'air à la Côte d'Ivoire. Contre l'Algérie en 2019. Donc finalement, dans les grands rendez-vous, si on remarque bien, alors souvent à la CAN, ça se terminait au tir au but, mais sinon, quand tu regardes notamment les qualifications pour la Coupe du Monde, etc., tu sens bien que dans les grands rendez-vous, cette équipe de la Côte d'Ivoire a souvent manqué ces grands rendez-vous. Et aujourd'hui, tu peux remonter à 2018 aussi. Oui, bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Donc aujourd'hui, dans une CAN que tu organises à la maison, en fait, tu avais 3 gros matchs parce que tu avais une pression immense, parce que tu étais le pays organisateur, parce que tu devais assumer ton statut de favori. Et ces 3 gros matchs, tu les as pas forcément bien négociés. Alors, il y a eu le match d'ouverture que tu gagnes contre la Guinée-Bissau, mais qui était une équipe faible. On l'a vu sur la suite de la compétition. Et moi-même, dans le contenu, déjà, contre la Guinée-Bissau, j'avais quelques griefs à faire à cette équipe de la Côte d'Ivoire. On a vu contre le Nigeria que cette équipe, elle pouvait être fantomatique. Et puis là, on a encore vu aujourd'hui que tu pouvais manquer de caractère et surtout que tu pouvais t'effondrer, notamment mentalement, parce qu'au final, tu perds 4-0. Mais quand même sur la défaillance mentale, Walid, parce que c'est vrai qu'on peut, pour clôturer ce qu'il disait, en fait, il y a eu la victoire en 2015, justement, en Guinée équatoriale lors de la CAN. C'est ça. Et depuis, cette équipe-là
est en constante régression pour arriver aujourd'hui symboliquement à peut-être sa pire défaite, sa plus grosse humiliation contre la Guinée équatoriale. C'est pas terminé. Hein. Oui, c'est pas terminé. Mais ça reste la pire humiliation. Oui, bien sûr. Humiliation. Mais le match est là, c'est factuel. Pour revenir sur le parcours, rappelons qu'en 2017, on pensait que c'était un peu un accident après avoir remporté la CAN. Tu étais sorti donc de la phase de groupe. Mais ensuite, derrière, ça s'est confirmé avec tout ce que j'ai pu énumérer, que ce soit 2018, que ce soit 2022, et que ce soit les différentes CAN. Et il y a encore là, on est dans la continuité pour le moment. Il y a encore quelques joueurs. La réalité, c'est qu'on l'a tous dit en début de compétition. Si on mettait la Côte d'Ivoire favori, en tout cas, moi, je les mettais dans mes 3 favoris, c'est uniquement parce qu'il y avait le facteur compétition à la maison. Alors oui, il y avait de la qualité aussi, hein, mais moi je suis persuadé que si la compétition était ailleurs en Afrique, que beaucoup ne mettraient pas, n'auraient pas mis la Côte d'Ivoire favori. Donc moi j'aimerais quand même revenir sur la défaillance mentale. Parce que tu disais tout à l'heure, il y a quand même les leaders. T'as quand même des joueurs qui ont connu quand même des gros championnats, des grosses compétitions. Un Kessié, il joue au Barça il y a 6 mois. Un Seko Fofana, voilà, il a connu le championnat italien, le championnat français, même si on connaît aujourd'hui son histoire particulière avec la Côte d'Ivoire, et on l'a souvent critiqué. Moi, je l'ai souvent critiqué. Mais Fofana était un leader à Lens, par exemple. Je sais pas moi, un joueur comme Willy Bolly a un peu de bouteille. Un joueur comme Ndika, il a quand même gagné l'Europa League, il me semble, à part si je me trompe avec Francfort. Un Sangaré a connu quelques cannes. Voilà, je suis désolé, mais cette gestion du 2-0 au 4-0, donner cette impression-là, waouh, elle te met quand même une claque sur le. T'as l'impression que les épaules étaient très très lourdes. Et même si ça continue pour la Côte d'Ivoire, moi je me pose une grosse question, c'est comment cette équipe-là va se relever de ce qu'ils ont vécu. C'est justement et de ce qui s'est passé avec les supporters aussi. Bien sûr. Il y a eu beaucoup de chahuts, etc. Ça marque quand même. Ça marque ce qui est en train de se passer. Là, les 2 prochains jours qu'ils vont vivre, où ils sont pas sûrs d'être éliminés ou d'être requalifiés, comment tu te remets, voilà. Mais ça on en reparlera juste après. J'aimerais juste revenir. Non, mais c'est sur la défense mentale que je voulais. Non, bien sûr, mais t'as raison d'en parler. On va en reparler parce qu'effectivement, tu peux avoir les 2 jours donc de suspense et après encore 1 ou 2 jours de préparation. Où alors là, on en reparlera tout à l'heure. Mais je me demande dans quel état pour la passe de l'Oligacé, tu dis à ton groupe, bon bah vous venez de prendre 4-0 devant tout le monde. Comment on va jouer sur le prochain match? Juste avant, tu disais quelque chose d'intéressant. Tu disais effectivement cette équipe, on l'a mis en favori, enfin pas tous, par rapport au fait que c'était à la maison. Et on sait très bien que c'est un facteur important, même si sur les dernières années, on peut dire que c'est plus le cas. Ça devient une malédiction de jouer à la maison. L'Égypte, le Gabon, la Côte d'Ivoire, il n'y a que le Cameroun finalement qui s'en est plutôt bien sorti. Et encore, ils ont fait demi. Donc c'est pour ça qu'ils s'en sortent plutôt bien. Par rapport, rappelons que juste avant, t'as Song, t'as Eto'o qui vient d'arriver, c'était compliqué. Mais voilà, l'effectif surcoté entre guillemets. Song n'était pas encore là, c'était l'entraîneur portugais. Sur la CAN. Ouais, sur la CAN du Cameroun. Parce qu'il arrive juste après pour le match de barrage. Tout à fait. Justement, revenons sur l'effectif, sur ce qui faisait de cette équipe Najim potentiellement un favori. C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure pour être transparent avec les socios devant le match de l'Égypte, qui était aussi un scénario très sympa. C'est vrai que quand on voit la compo cet après-midi, on se dit pas c'est une équipe favorite de la CAN qui clairement. Et on se le dit non pas sur les noms qui sont sur la feuille de match, mais en plus en ayant suivi un peu cette équipe, on se dit c'est même pas une équipe qui a construit déjà quelque chose ensemble. Non, mais en fait, surtout, c'est que dans cet effectif, tu as beaucoup de joueurs qui sont connus pour leur irrégularité. Quand tu prends un Nicolas Pepe, quand tu prends un Bamba, ce sont des joueurs qui sont souvent très irréguliers. C'est pas forcément des joueurs fiables sur lesquels tu vas pouvoir construire. Et puis tu as plein de joueurs également qui sont dans une dynamique compliquée en club. Je pense à un Sangaré qui vit une première partie de saison compliquée du côté de Nottingham, Fofana et Kessié qui ont fait le choix de partir en Arabie Saoudite, Ndika qui a des difficultés du côté de l'AS Roma, Willy Bolly qui est pas forcément un titulaire indiscutable également du côté de Nottingham. Tu as plein de joueurs. En fait, tu as très peu de joueurs qui arrivent dans une forme olympique. Tu as très peu de joueurs qui arrivent avec des joueurs fiables sur lesquels tu peux véritablement te baser. Et donc, moi, je trouve qu'il est un peu surcoté parce qu'avant la compétition, alors certes, il y en a certains qui insistaient sur le fait que la Côte d'Ivoire était le pays organisateur et c'est pour ça qu'ils les mettaient dans les favoris, mais t'en as beaucoup aussi qui considéraient la Côte d'Ivoire comme l'un des 2-3 meilleurs effectifs du continent africain. Ouais, et moi, en toute honnêteté, moi, ça je le pensais. Moi personnellement, quand je regarde l'effectif, moi aujourd'hui, quand je regarde sur le papier, j'ai pas la sensation que c'est le cas. Après, il faut quand même rappeler qu'il y a 2 blessés majeurs à l'heure et Adingra qui aurait peut-être changé la phase de l'équipe, même si Adingra est rentré sur les dernières minutes aujourd'hui. Mais en tout cas, sans ces 2 joueurs-là, il fait quand même un moment un petit débordement en centre, c'est repoussé, etc. Ouais, j'étais déjà sonné, je pense. Voilà. Mais hormis ces 2 joueurs-là, tu regardes aujourd'hui le trio d'attaque. Le trio d'attaque, je l'ai sous les yeux. Et c'est pas des références. Qui est en difficulté du côté de Reims.
Pépé, mais Pépé, ça fait 4 ans que sa meilleure saison, ça fait hyper longtemps qu'on l'a pas vu dans une bonne forme, Nicolas Pépé. Et puis Kwame qui est même pas titulaire du côté de la Fiorentina. Tu sais, moi, j'avais pointé du doigt également le trio d'attaque du côté du Cameroun que je trouvais très faible. Ce trio d'attaque, je le trouve pas meilleur. Hein. En toute honnêteté, je le trouve pas meilleur que celui du Cameroun. Là où a raison Najim, c'est que... Après, juste pour terminer, il y a le milieu de terrain où, quand tu vois les noms, tu peux avoir la sensation que c'est un milieu de terrain assez fort. Mais comme je l'ai rappelé il y a 2 minutes, en termes de forme, de dynamique, ce sont pas des joueurs qui sont dans une grande dynamique. Et de vécu. Exactement. Kessié Sangaré, oui, mais Fofana, non, Walid. Oui, après, moi, il a raison, hein, Najim. Moi, tout à l'heure, tu m'envoies la compo à 17h. Je le disais tout à l'heure dans d'autres émissions. Envoie-moi un plaid et deux coussins. Hein. Je dors, hein, je ronfle. Hein. Sincèrement, la composition d'équipe, les joueurs, bon, on est quand même sur du joueur. Je vais pas dire standard, mais ça. Du petit joueur, comme dirait un collègue. Mais non, mais c'est pas du petit joueur, mais presque quoi. On est sur du joueur qui fait pas qui. Je sais pas les mots, moi je trouve que Kwame, Diakité fait plutôt un bon match, mais globalement, par rapport à ce que j'en attendais sur le début de compétition, où moi je trouvais que la compo, l'effectif était intéressant. Bon, Najim il a raison de dire qu'à un Haller aussi ça change quand même pas mal de choses. Un Adingra, la même chose qui était en forme avec Brighton, qui était intéressant. Mais on avait, en fait au final, on se dit, il y a trop de joueurs, de nouveaux joueurs, les joueurs hype là. Les joueurs hype que nous on vend, mais même nous on les vend, tu vois, les Adingra, Karim Konaté, Diomandé. Et ben en fait tu te rends compte que ces mecs-là aujourd'hui ils sont pas prêts pour ce type de compétition. Et les tauliers, finalement au milieu de terrain, décevant aussi. Un Kessié, moi je suis désolé, pas au niveau sur le début de compétition. Un Sangaré, décevant aussi. Un Indika, décevant. Ça fait quand même beaucoup. C'est-à-dire que si les petits jeunes qui devaient un petit peu apporter sont pas bons, sont pas prêts. Parce que l'événement représente beaucoup pour eux et je vais pas les incriminer, et les tauliers non plus. Et puis surtout derrière, si t'as un capitaine sur le bateau qui divague et qui n'envoie pas de signaux positifs, ah oui, tu tombes face à des équipes, mon pote, qui t'attendent et qui te font très très mal. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, tout simplement. Après, juste pour vas-y, rapidement de sur l'effectif, il y a quand même un mauvais choix et ça va faire une transition avec Jean-Louis Gasset. Un truc que je comprends pas au niveau de la composition d'équipe, c'est que Kosunu, on l'a pas vu jouer en fait. Ouais. On l'a pas vu jouer alors qu'il est quand même titulaire du côté du Bayer Leverkusen, qui est quand même l'une des équipes les plus séduisantes de la première partie de saison. Ce mec-là n'a même pas eu de minutes en fait. Là, il y a eu beaucoup de joueurs qui ont eu des minutes et qui ont déçu. Je pensais notamment à Diomandé, le défenseur central du Sporting, qui lui a déçu sur les 2 premiers matchs. Il a été catastrophique. Mais Kosunu quand même, c'est un joueur très intéressant. C'est inexplicable de ne pas le voir jouer depuis le début de la compétition. Il a une ou deux bavures en sélection sportivement, hein, bien sûr, rien de grave, mais peut-être pour ça que sur cette, je sais pas. Et Diomandé, il est réputé très bon joueur. Hein. Encore une fois, tous ces mecs-là, Diomandé, Karim Konaté, Adingra, on n'a pas pu beaucoup le voir, mais c'est le renouveau de la Côte d'Ivoire. Mais force est de constater que les entrées de Karim Konaté, pas bonnes, et que si Jean-Louis Gasset ne l'a même pas tenté une fois en titularisation, alors qu'il a tenté beaucoup de choses offensivement. Pépé qui jouait limite en pente. Oui, voilà, donc ça montre quand même certaines limites peut-être à l'entraînement ou dans l'investissement. Derrière, Diomandé, sur les 2 premiers matchs, il est quand même très très fautif et c'est lui qui sort. Donc voilà, je répète, entre les jeunes et entre les anciens, les tauliers, et plus l'équilibre collectif, ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses où tu es à la ramasse. Justement, Jean-Louis Gasset, arrivé avec la mission. Après, on rappelle, hein, Jean-Louis Gasset, quand il arrive en Côte d'Ivoire, il sort de 2 expériences compliquées en Ligue 1 avec Saint-Etienne et Bordeaux. Ça, c'est pas forcément très très bien passé en termes de résultats. Saint-Etienne un peu mieux quand même. C'était la première expérience, année, oui, mais derrière ça se casse un peu la figure. Et on lui reprochait à l'époque un petit peu son management, le fait que effectivement ça bossait pas à l'entraînement, que les joueurs étaient un peu en dilettante, qu'on voyait pas beaucoup de choses, que c'était un peu le Club Med pour vous le faire en gros. Sur cette CAN, il découvre l'Afrique. Il a une mission très compliquée et pourtant on a quand même envie aussi de lui reprocher peut-être un manque d'adaptation, un manque de choix. La réalité simple, c'est qu'aujourd'hui, il faut le dire, on aime beaucoup Jean-Louis Gasset. Moi, je l'aime beaucoup. En plus, humainement, c'est une crème. Voilà, il n'y a pas un mec qui m'a dit Jean-Louis Gasset, c'est top niveau. Et puis il y a des résultats en plus. Oui, mais la réalité, c'est qu'il est cuit. Oui, il est cuit. Il est cuit, voilà, c'est comme ça. C'est malheureusement, pour ce type de compétition, moi je regardais Jean-Louis Gasset, j'avais de la peine. Je me disais, mais attention,
il faut rappeler que la dernière expérience qu'il a eue, notamment en Ligue 1, il était déjà cuit dans la tête, où il disait voilà, moi j'en peux plus, c'est terminé, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire, etc. Je vous le confirme. Et de le voir repartir en Côte d'Ivoire, déjà, moi, ça avait été une surprise en me disant purée, là, mon pote, t'as de la pression. En plus, c'est une découverte, il a jamais fait. Donc, moi, déjà, j'étais surpris, mais je laissais le bénéfice du doute parce que j'ai un a priori positif sur Jean-Louis Gasset à la base. Mais la réalité, c'est qu'il a toujours été. Chahuté en Côte d'Ivoire pour plein de raisons, le fait qu'ils vivent pas là-bas, il y a eu plein de polémiques, etc. Faut rappeler qu'avant le match contre le Maroc, où il y a eu le 1 partout plutôt rassurant, les résultats et le contenu étaient vraiment pas bons, qu'on lui reprochait pas mal de composition d'équipe, ses contenus. Donc il n'arrive pas avec beaucoup de certitude, même auprès des observateurs ivoiriens. Et là, la réalité, c'est que ce qui nous donne sur les 3 premiers matchs, c'est quand même des signaux très très négatifs d'un entraîneur qui ne sait pas quoi faire. C'est-à-dire entre les compositions d'équipe changeantes, entre le fait que Crasso joue, un coup il joue pas, Kwame un coup il joue pas, Boga un coup il joue pas. Il n'y a pas d'automatisme, il n'y a pas d'animation, il n'y a pas de création. Et la réalité, c'est que moi j'ai eu le sentiment que le projet de jeu de Gasset, c'était on donne le ballon à Seko Fofana et puis on regarde. Sauf qu'à un moment donné, le football, ça se gagne pas comme ça. C'est pas possible. Et quand tu vois même dans sa gestion émotionnelle, moi tout de suite à 1-0, dès que j'ai vu sa tête, je dis mais c'est terminé en fait. Ouais. C'est fini. Non, mais moi je vois mon coach, au lieu de dire, on dit souvent, bon, on va pas les comparer, etc. Mais Carlo Ancelotti, tous ces mecs-là qui ont connu à la 89e minute, il y avait 2-0, ils te disaient, les gars, calme, serein, on va y arriver, on va revenir, etc. Lui à 1-0 à la 30e minute, alors qu'un match nul peut les qualifier, il était déjà, j'avais l'impression qu'il allait appeler les pompiers. Donc à un moment donné, c'est problématique, il faut le dire. La responsabilité de Gasset, elle est importante. Et depuis quand tu attends la 64e minute de jeu pour faire des changements alors que tu es mené 1-0 face à la Guinée équatoriale? S'il y avait match nul, pourquoi pas? Ça, on a l'habitude d'avoir des entraîneurs qui tardent un petit peu à faire des changements quand il y a match nul. Mais là, tu perds 1-0. Tu as besoin d'un résultat, tu attends la 65e minute de jeu alors que ton équipe était déjà en grande difficulté. Moi, ça, j'ai halluciné. Quand j'ai vu qu'il a pris autant de temps pour faire ces changements, j'ai halluciné. Autre chose que j'ai pas compris, et ça rejoint en plus le débat du fait que l'effectif est un peu surcoté, c'est que le milieu de terrain, Kessié, Sangaré, Fofana, finit le match. Ils finissent le match, tous les 3, alors que ce trio-là, on a déjà vu sur les 2 précédents matchs qu'il avait beaucoup de mal à fonctionner. Après, je pense que le problème il y a très peu de munitions sur le banc. Au premier match, et Gasset s'est dit, ça va être ça, ma porte de sortie avec cette équipe. Après, avoir aussi leur influence dans le vestiaire, c'est quand même 3 joueurs qui ont un certain vécu, etc. Peut-être qu'il a un peu peur de les sortir. Et ça, c'est dommage, peut-être qu'ils ont un certain statut et qu'il a du mal à véritablement s'imposer. Tu te fais ouvrir malgré ça avec les 3 Exactement. Milieu. Après, bon, pour le coup, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de munitions sur le banc. Bon, t'as Jean-Michel Seri, le frérot, il a. Je peux dire que Seri, c'est un des gros soutiens de Gasset. J'imagine. Mais je crois qu'il n'était même pas sur la feuille de match aujourd'hui. Je crois qu'il y était, parce que je l'ai vu sur le banc. Donc, t'as pas beaucoup de munitions sur le banc, mais t'entres autre chose. Au pire, tu peux tenter un nouveau système, sortir un milieu de terrain, rentrer un attaquant. Tu dois quand même aller chercher un résultat. Donc, moi, il y a certains choix que j'ai pas compris. Kosonou, j'en parlais tout à l'heure, le fait de garder le milieu de terrain pendant 90 minutes. Sur les 2 premiers matchs. Clairement. Tu fais rentrer comme ça des joueurs comme Konaté, il n'était pas beaucoup rentré. Là, tu fais rentrer comme ça un petit peu, tu l'envoies au feu. Gradel à la 87e. Adingra, il était incertain, on ne savait pas s'il était à 100%. Mais bon, pourquoi alors tu le fais rentrer à la 80e? Si tu veux le faire rentrer, fais-le rentrer plus tôt alors dans ce cas-là. Fais-le rentrer à la 60e. On sait qu'Adingra, c'est un joueur qui peut créer du danger avec sa percussion. Il est en forme du côté de Brighton. Moi, c'est un joueur que j'avais envie de voir sur le terrain. Après, est-ce qu'il était prêt? Il était prêt. Ouais, mais à partir du moment où soit il n'est pas prêt, tu ne le fais pas jouer. Soit il est un minimum prêt, tu le fais rentrer un peu plus tôt. Mais à la 80e minute de jeu, je trouve que c'est un entre-deux qui n'a pas servi l'équipe. Et ça aussi, c'est un vrai problème qu'on peut imputer à Gasset. Bon, à d'autres sélectionneurs, on en a déjà parlé, mais moi, par exemple, comme un peu Aboubacar avec le Cameroun, la gestion d'allure, moi, quand tu pars dans une grande compétition, t'amènes un joueur en disant Inch'Allah, peut-être qu'il sera prêt un jour. Moi, je comprends pas ça. Ça crée pas une bonne ambiance. Alors, autour de l'équipe. Ça crée pas une bonne ambiance. Nous, on avait les échos parce que Thomas avait fait l'interview avec Sébastien Haller, où le soir, il sort contre Mayence à 99%. C'était déjà. C'était terminé. C'était fini, quoi. Le mec n'était pas prêt.
Donc oui, c'est vrai que c'est une gestion étrange. Parce que là, tu vois, avant le Nigeria, on te disait c'est le grand retour d'Haller. Aujourd'hui, pareil, et au final, non, parce que le mec, à un moment donné, tu vas pas le cramer. Après, peut-être qu'on est en train de faire une émission où il va revenir en 8ème et peut-être. Et ils gagneront la compétition. Hein, peut-être, mais ça n'enlèvera pas que tu as pris 4-0 au 3e match et que tu as été en position très défavorable pour te qualifier. C'est grâce aux autres que tu te qualifies. Et c'est ça, bien sûr. Hormis pour Kudus, qui pour le coup, lui, est rentré sur le 2e match et a servi le Ghana, on se rend bien compte que même pour les autres nations, ça leur sert pas. Aboubacar, on sent que ça crée une ambiance un peu morose autour. Est-ce qu'il va jouer? Est-ce qu'il va pas jouer? Pareil pour Sébastien Haller. On a vu également pour Benasser qu'il a joué le premier match. Derrière, il s'est blessé, même si je sais pas si les deux blessures sont liées ou non. Mais on sent qu'il était fragile. Donc généralement, quand tu ramènes un joueur comme ça qui est pas à 100%, peut y avoir vraiment danger. Et là, ça s'est justifié pour Sébastien Haller. Juste un mot, parce qu'on est obligé de le dire, la Côte d'Ivoire a été humiliée, la Côte d'Ivoire a été tous les adjectifs que vous souhaitez, mais la Côte d'Ivoire est toujours en vie. Et ça, c'est ce qu'il faut rappeler ce soir. C'est une situation quand même alors on se parle, nous, on enregistre cette émission, on est juste après les matchs du groupe de l'Égypte et du Ghana, donc là aussi... Voilà, grand divertissement. On était choqués pour la Côte d'Ivoire, on est aussi choqués pour ce qui s'est passé. Voilà, le Ghana. Le Ghana éliminé. Enfin, le Ghana 3, donc le Ghana 3e, pour l'instant, le Ghana est un moins bon 3e que la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'à l'heure où on vous parle, à l'heure où on vous parle, la Côte d'Ivoire serait qualifiée. Il ne manque, entre guillemets, on va dire, plus qu'un résultat favorable à la Côte d'Ivoire, du coup, pour être au pire le 4e meilleur 3e, et donc participer encore à cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'est une vraie possibilité. C'est une vraie possibilité parce que on rappelle ce qui se passe. Farid Hachem nous le dit en régie, si le Maroc gagne, par exemple, c'est bon. Le Maroc a, entre guillemets, plus ou moins le destin de la Côte d'Ivoire entre ses mains avec ce qui s'est passé ce soir du côté du Ghana. Ce qui fait que, potentiellement, cette équipe-là, dont on vient un petit peu de faire, comme je disais en début d'émission, l'autopsie, on va peut-être te voir un dernier round ou plus, d'ailleurs, on ne sait pas. Ça fera partie de l'histoire. Ça se trouve, c'est un scénario Netflix à la Invictus, et on a la Côte d'Ivoire qui va soulever la canne. Ça fera partie de l'histoire. Non, mais sincèrement, tu vois cette équipe, ce collectif-là, se présenter pour un match à enjeu à élimination directe. Oui, c'est un coup de pouce quand même dingue. C'est un clin d'œil de l'histoire dingue. Après, moi, j'ai du mal à croire que cette équipe-là va se relever. Moi, je pense qu'elle est déjà détruite, cette équipe. Oui, ça en fait. Mais après, on ne sait pas ce qui peut se passer pendant 2 jours. Et on a déjà vu. On se rappelle de l'Italie 2006, on se rappelle de l'Italie 90 à l'époque, où ils étaient passés avec 3. Le Portugal en 2016. Avec 3 matchs nuls, etc. Ouais, mais je veux dire, non, mais tout est possible. Les exemples que vous donnez sont bons. Mais ces exemples-là n'ont pas eu, en plus du résultat, le coup de massue. Moi, je vais te dire la vérité. Pour moi, il y a le coup de massue de ce soir qui fait que. Tu sais, j'ai presque envie de te dire, j'ai l'impression que les Ivoiriens vont dire, même si on est 4e meilleur 3e, oui, d'accord. Moi, mais si t'es terre à terre, si tu te qualifies, t'arrives sur le 8e de finale, la phase de poule, elle est finie. Ouais. Tu peux faire un reset. Ouais, bien sûr. T'arrives, le mec a fait 9 points, le mec a fait 9 points, qui a mis 15 000 buts, qui arrive en 8e, il est en 8e avec toi. On l'avait avec le Nigeria lors de la dernière CAN, par exemple. Exactement, contre la Tunisie, où t'es sur la même ligne de départ. Si le mec il est arrivé hier, toi t'es arrivé en retard, t'arrives au même endroit. Donc voilà. Après moi c'est mentalement et psychologiquement. Oui, parce que là tu sors d'un séisme quand même. Exactement. Tout ce qui va se passer autour, la pression, etc. Ça me semble fou. Mais la réalité c'est qu'on a déjà vu des histoires. Moi avec la CAN avec la CAN et cette CAN là, on est sûr de rien. Faut pas trop se mouiller. Ouais. Mais moi je vais te dire la vérité. Moi ce fonctionnement je l'aime pas trop parce que. Même globalement, ces compétitions en 24 équipes. Tu l'aimes pas, Najim? Oui, bien sûr. Moi, juste je donne mon opinion par rapport à ça. S'ils gagnent leurs 4 matchs. Je donne mon opinion par rapport à ça. C'est-à-dire que je trouve qu'une équipe qui a perdu 2 matchs en groupe, dont une défaite 4-0, qu'elle parvienne quand même à se qualifier pour les 8e de finale. Je trouve ça dommage, quoi. Je trouve qu'en fait, il n'y a pas de véritable mérite. Ouais, mais l'Égypte, ils ont fait 3 matchs nuls, ils sont 2e. Pareil pour l'Égypte. Ouais, après, là, pour le coup, eux, ils terminent 2e. Oui, c'est un petit peu différent. Oui, c'est un petit peu différent. C'est de se dire qu'en fait, l'Égypte a fait 3 points comme la Côte d'Ivoire. C'est très rare. Oui, mais donc c'est le format. Mais voilà, moi, c'est le format que j'aime pas. La Côte d'Ivoire, dans le groupe de l'Égypte, serait qualifiée en 8e à la 2e place. Par rapport à la Côte d'Ivoire, effectivement, comme tu l'as dit, là, c'est un traumatisme qui vient de se passer. C'est une cicatrice qui est ouverte. Est-ce qu'ils vont être capables, comme l'a dit Walid, de faire reset et de repartir comme ça, comme si c'était une nouvelle compétition qui commence? Je leur souhaite. Mais la réalité, c'est que j'ai du mal à y croire. J'ai beaucoup de mal à y croire parce qu'encore une fois, moi, sur les 3 matchs, j'ai pas été séduit par la Côte d'Ivoire. Même le premier match, je le mets dans le lot. C'est-à-dire que même si tu avais gagné 2-0, j'avais pas non plus. J'avais pas bondi de mon siège devant la performance de la Côte d'Ivoire lors du match d'ouverture. De ce qu'ils m'ont montré sur le début de compétition, de tout ce qu'on a dit par rapport à l'effectif, que je trouve pas séduisant, le fait qu'il n'y ait pas forcément de leader. Et là, dans ces situations-là, t'as besoin d'un leader. T'as besoin d'un leader qui te tend la main et qui réussit à relever l'équipe. Là, tu l'as pas, ce leader-là. Donc, avec toutes ces causes,
j'ai quand même la sensation que la conséquence, on répète, ça peut être une élimination prématurée. Laurier, c'est censé être des leaders, mais c'est des leaders tellement aujourd'hui, comment dire. Ils ont pas la légitimité sportive. Voilà, c'est exactement. Mais ils peuvent pas les écouter, les autres. Mais aujourd'hui, je répète, le Cameroun fait match nul, la Côte d'Ivoire est qualifiée. Le Maroc gagne. Moi, je te le dis, Walid. Moi, je pense qu'ils vont être qualifiés. Avec ce qui s'est passé ce soir dans le groupe de l'Égypte, je pense qu'ils passeront. Les deux nuls est un scénario parfait pour la Côte d'Ivoire. Mais par contre, attention, même si tu tombes contre le Cap-Vert, parce qu'ils peuvent tomber contre le Cap-Vert lors des huitièmes de finale, je mets pas forcément la Côte d'Ivoire comme grand favori. Par rapport à ce qu'ils nous ont montré, le Cap-Vert, je pense que le Cap-Vert a les ressources. Ils s'en sortent très bien quand même, parce qu'à 19h30, si on m'avait dit que. Mais ils s'en sortent bien, oui, bien sûr. Mais bon, on en juste, j'essaie de me projeter un peu plus sur la suite de la compétition. Oui, mais c'est vrai. Et surtout que c'est toujours aussi une question de dynamique. C'est-à-dire que, imaginons la Côte d'Ivoire avait très mal démarré avec 2 défaites, même une grosse claque contre la Guinée équatoriale, mais gagne le 3e match et se qualifie. Tu te dis, il y a peut-être, peut-être effectivement quelque chose s'est créé. Là, tu te dis quand même revenir devant. Moi, je te dis qu'on est sur une histoire globalement historique pour la Coupe d'Afrique des Nations, et on est à l'abri de rien du tout. Mais c'est vrai que jouer le Cap-Vert là, qui va être un peu dans la même configuration que la Guinée équatoriale au niveau du statut par rapport à la Côte d'Ivoire. On est à l'abri de rien du tout. C'est pas sûr, ils peuvent jouer aussi le Sénégal. Quand tu termines parmi les meilleurs 3e, c'est très difficile de définir qui sera ton adversaire en 8e. Donc bon. Est-ce qu'on dit avant de passer à notre instant Winamax, un tout petit mot de la. Non, c'est bon, je vais dire un tout petit mot de la Guinée équatoriale, mais on en reparlera plus tard. On aura l'occasion. Nos amis équato-guinéens, ils aiment bien s'installer dans les clubs maintenant, donc on est tranquille. Les méchants. Mais ils sont très méchants. C'est l'équipe de méchants, vraiment, mais par excellence. C'est le Bayern africain en fait. Il y avait Salvador en 2021, il y avait Balboa. Là, il y a Nsoué en 2020. Il y avait Ibanedou, il y y avait Balboa aussi en 2015. Ils ont toujours l'antagoniste parfait qui a la bonne tête du méchant dans un Batman. Clairement. On va continuer à terminer cette émission, bien sûr, avec notre petit instant pronostic partenaire Paris, avec nos amis de Winamax, bien sûr. On vous rappelle que jouer comporte des risques, bien évidemment. Donc, si vous souffrez de quelconque problème lié au jeu en ligne et même au jeu d'argent tout court, n'hésitez pas à appeler le numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Ça doit rester un loisir, un bon moment entre amis, comme ça va être le cas dans quelques instants. Et on espère que tous vos problèmes pourront se régler avec ces professionnels. L'instant au tableau, donc by Winamax du Club des 5, vous le savez. Alors, le tableau, on l'a pas vu depuis le début du premier tour. On attend la fin du premier tour pour le montrer. J'ai hâte. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y aura un nouveau leader, parce qu'il y a quand même un chroniqueur qui, dans une des émissions, a mis la Guinée équatoriale à 12,50. C'est beau. Et j'aime bien parce que des fois on dit ouais, mais il a eu de la chatte sur un truc, etc. À 4-0, tu peux juste dire bravo Abdel et bravo pour cette première place. C'est costaud. Donc on verra on fera un premier point résultat dans quelques émissions, et on fera le point global à la fin de la CAN. Vous allez nous proposer aujourd'hui des pronostics sur les matchs de mercredi de la 3e journée. On a déjà fait quasiment tous les groupes. Il nous manquait justement le groupe du Maroc qui n'était pas disponible lors de la dernière émission. On va parier sur celui-ci. On va commencer avec toi, Najim. Let's go. On part sur quoi? Alors moi, je suis pas parti sur le match du Maroc. T'es pas passé toi hier du coup? Alors moi, j'avais raté mon pari sur Belaïli. Non, toi sur Sénégal. Et là, j'ai encore un pari sur le Sénégal-Guinée, match nul. C'est vrai. Ça peut passer. J'ai tenté la République démocratique du Congo avec un buteur qui est Wissa. Wissa qui est l'un des joueurs les plus dangereux quand même de cette équipe de la RDC. La RDC qui va jouer contre la Tanzanie. La Tanzanie qui est pour moi l'une des équipes les plus faibles de la compétition. Et pour le coup, je pense que la RDC va l'emporter parce que la République démocratique du Congo a fait forte impression, je trouve, face au Maroc. Je pense que c'est une équipe qui peut gagner avec au moins 2 buts d'écart ce match contre la Tanzanie. Et parmi les buteurs, je vois bien Wissa qui sera sûr et certain titulaire. J'ai hésité avec Silas, qui est rentré en jeu, qui a marqué face au Maroc. Je suis pas certain qu'il sera titulaire lors du 3e match. Donc j'ai préféré aller sur une valeur un peu plus sûre. Wissa à 3,25. Je pense que ça va passer celle-là. Vu le match de Bakambu, je pense que Silas devrait démarrer, à mon avis. Ah, c'est possible. Même si après, c'est pas le même poste. C'est plus sur un côté. Ouais, mais bon. Moi, je pense que Simon Banza peut démarrer. Simon Banza, effectivement. Peut-être. Walid. Moi, je vais faire du classique avec le Maroc et le RDC qui vont gagner contre la Zambie et la Tanzanie. Ah oui, donc pas de surprise. Non, pas de surprise. Moi, j'ai une petite cote à 2,50 sympathique. Moi, je pense que le Maroc va faire 7 points dans cette poule. Ils vont affronter la Zambie qui a été très décevante sur les 2 premiers matchs. La RDC aurait dû gagner contre la Zambie et ils reviennent. On va dire, ça va faire une touche. Ils reviennent miraculeusement. Contre la Tanzanie. Donc moi je pense que le Maroc va s'imposer, va se relever, et puis la RDC, je pense, va battre la Tanzanie pour se qualifier, parce que moi la RDC, ils m'ont agréablement surpris sur le match contre le Maroc où ils ont eu des occasions pour gagner ce match-là. Et je pense qu'il y a de la qualité dans cette équipe et que c'est juste une histoire de finition.
et que contre la Tanzanie, l'équipe la plus faible, l'une des équipes les plus faibles du tournoi, je pense que ça va le faire. Et pour rassurer tous nos amis éléphants qui regardent l'émission, c'est un prono qui qualifie la Côte d'Ivoire. Voilà, aussi, c'est important de le dire, puisque le Maroc battrait donc la Zambie. Bon, voilà, c'est bon, on a fait le tour. Ça va vite, hein, j'aime bien, pendant les temps additionnels, c'est rapide les hauts tableaux, comme ça on perd pas de temps, on est direct. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, les socios, où vous retrouvez bien sûr tous les contenus du Club des 5 sur la Coupe d'Afrique des Nations et autres, hein, sur la chaîne du Club des 5. Merci d'être, je voudrais quand même dire un petit mot, merci à vous d'être très nombreux à nous suivre. On a gagné plus de 3000 abonnés en l'espace de 48 heures. Là, donc voilà, bienvenue à tous ceux qui nous découvrent et qui ne connaissaient pas encore la chaîne du Club des 5. Vous ne serez pas déçus, j'espère. Et merci à tous ceux qui sont fidèles et qui suivent depuis bientôt 4 ans toutes les compétitions internationales, dont la CAN, les nombreuses CAN avec nous. Ça fait toujours plaisir. Merci à tous les deux. Merci Walid, à toi, Najim, pour cette émission, pour on va dire cette petite thérapie collective sur le résultat de la Côte d'Ivoire. Merci à Fares et Enrique, bien sûr, qui ont aidé à préparer l'émission. Et donc, vous restez branchés sur la chaîne du Club des 5. On se retrouve très vite. Ciao. Ciao.